Eh bien bonjour et bienvenue dans ce 48e épisode de Divergence, saison 2, Divergence, petit générique de pré-introduction, vous l'avez vu. Vous avez vu des visages d'ailleurs, vous le verrez tout au long de cette nouvelle saison sur Divergence politique. Thierry Mariani que vous retrouverez tous les mardis soirs et puis Nicolas Mirkovic comme habituellement le jeudi soir pour des analyses politiques nationales, internationales avec Thierry Mariani donc et Nicolas Mirkovic. Tout de suite l'équipe de choc, Fabrice Sorlin, Xavier Moreau, saison 2. Messieurs, comment allez-vous? Bonjour Alexis, tout va bien. Хорошо. Eh ben voilà, à chaud, tout va bien. On a essayé justement d'innover un petit peu en cette saison 2. On a demandé justement aux gens qui nous suivent sur Telegram de participer à l'émission Divergence, de choisir le thème principal qu'ils veulent aborder. 55% ont donc voté pour le thème Ukraine-Russie, 1% pour la politique USA, 17% pour la politique française et européenne, 6% pour le vote de confiance Bayrou, 6% pour la rencontre en Chine, Israël-Palestine 4%, 1% pour Trump et 1% pour le brouillage de l'avion de Von der Leyen, la pauvre qui a été attaquée par ces méchants Russes. Et enfin, 9% pour les relations USA-Venezuela. Donc, vous l'avez compris, soyez participatifs désormais. Venez voter pour le thème que vous voulez que Xavier et Fabrice abordent dans Divergence, l'émission. Et vous l'avez compris également, ce sera donc le thème central de cette émission, la situation entre l'Ukraine et la Russie. Mais tout de suite, générique. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinteur 02. À Pinteur 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Allez, on a décidé de vous remettre le générique original pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Alors, le premier thème, avant de passer au thème central, celui que vous avez choisi entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, on va revenir sur ce que LCI a nommé le sommet de l'axe du mal. Alors, ça fait un peu peur, messieurs, le sommet d'axe du mal. C'était, en fait, tout simplement, il fallait traduire la rencontre en Chine. J'ai envie de vous dire, Xavier, est-ce que c'est un axe du mal ou est-ce que c'est une démonstration de force, notamment de nos amis BRICS? En fait, déjà le terme axe du mal, il date pas d'hier. Enfin, il a été prononcé. Je crois que d'ailleurs c'était sous le premier mandat de Donald Trump, où il désignait en fait finalement ce que le général Mattis, qui était son secrétaire d'État à la défense, appelait les puissances révisionnistes, c'est-à-dire celles qui remettait en cause la toute-puissance de l'hégémon américain. Et en l'occurrence, il faisait allusion à la Russie, la Chine et l'Iran. Et donc, je pense que LCI, fidèle à sa soumission aux néoconservateurs américains, a voulu reprendre l'expression, mais en l'élargissant, puisque le problème aujourd'hui, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce qu'on a observé, c'est que l'Inde en fait partie. Et pendant des années, l'administration américaine a tenté de phagocyter l'Inde pour la mettre dans dans son camp, à travers de structures comme le Quad, comme de différentes, comment dirais-je, de structures de formation, d'alliance dans l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, le terme Indo-Pacifique vient des États-Unis. À l'origine, on disait Asie-Pacifique et les Américains ont mis Indo-Pacifique. Donc, Washington a réussi à phagocyter un pays comme les Philippines, et l'Inde était quand même la pièce maîtresse de ce jeu face à la Chine, et le résultat de la politique de taxation de Donald Trump contre l'Inde et la manière surtout dont il leur a parlé aux autorités indiennes fait que désormais, eh bien,
cet axe du mal s'est élargi à l'Inde, mais quand on regarde la liste des gens qui étaient présents en Chine, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Vietnam, il y a Laos, qui est invité en ce moment à Vladivostok. On a vu Poutine avec le président laotien, le chef d'État laotien. Donc en fait, finalement, cet axe du mal s'élargit et ça sera bientôt plus un axe, mais toute une partie de la planète. Et cela dit, ça montre à quel point les médias de grand chemin, et je vais finir là-dessus, sont décalés par rapport à la réalité, en fait. Et surtout, ce qui est amusant, c'est leur surprise. Vous avez pas vu que la Chine était la première économie mondiale, que l'Inde était la troisième et que la Russie était la quatrième et que les États-Unis étaient en seconde place et que sur les 5 premières économies, la cinquième étant le Japon, la seule économie européenne qui est dans le top 5, c'est la Russie. Donc, il serait peut-être temps d'adapter votre vision du monde. Voilà un peu ce qu'on peut dire en introduction. Alors Fabrice, justement, l'axe du mal, ça représente plus que la grande partie, la grande majorité de la population mondiale. Est-ce que l'axe du mal, est-ce que nous, occidentaux, nous, Européens, on est finalement l'axe du bien extrêmement minoritaire? Qu'est-ce qu'on représente à l'échelle humaine? Cette rencontre en Chine, finalement, c'est quoi? C'est le fait que on perd en direct, on perd Fabrice en direct. Donc Xavier, je te garde. Est-ce que finalement le fait que la grande majorité, Fabrice est revenu, donc je suis désolé pour ce petit interlude. Fabrice, je posais la question tout simplement. Est-ce que le fait que la grande majorité du monde soit le fameux axe du mal, est-ce que ça fait de nous, Européens, des gens qui soient totalement déconnectés de la réalité de notre environnement économique, géopolitique, etc. Ou est-ce qu'on est encore véritablement, honnêtement, cet axe du bien? Alors, ça dépend qui est-ce qu'on entend par nous. Si tu parles de la caste oligarchique comme Macron, Charmer et compagnie, oui. Le peuple européen, lui, n'y est pour rien. Mais malheureusement, il est clair que la séquence sommet des BRICS à Kazan en 2024 et le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est déroulé il y a quelques jours en Chine, nous montre bien que l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et l'Australie, grosso modo, sont en train de sortir de l'histoire. Là, on a vu quand même, parce que pour moi, je vois le sommet de l'OCS comme une prolongation de ce qui s'est passé il y a quelques mois sur le fameux sommet des BRICS. Là, on a vu quand même des images très fortes. On a eu des images où on a vu Modi, Xi et Poutine ensemble, tout sourire. Et on a vu quelques jours après, lors du défilé militaire à Pékin, Poutine entouré, enfin plutôt Xi entouré de Poutine et de Kim Jong-un. Ça, ce sont des images qui ont défrayé la chronique, qui ont fait très peur à cette caste oligarchique dont je viens de parler, parce que le monde s'organise, et le monde s'organise en plus sur des relations internationales qui sont qui sont totalement nouvelles, qui sont révolutionnaires par rapport à ce qu'on a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a vu les déclarations du président chinois et du président russe qui parlent de multipolarité, qui parlent d'un nouvel ordre mondial basé sur la paix, sur le commerce, qui parlent en fait du respect de la souveraineté, qui condamnent les sanctions internationales, qui condamnent l'ingérence en politique intérieure, c'est-à-dire tout l'inverse de la fameuse politique hégémonique américaine que subit le monde entier depuis 1945. Et je crois que c'est pour cette raison-là qu'on a vu cette séquence avec Van der Leyen, Kaja Kallas, Macron ou Trump qui ont parlé de ce fameux sommet en Chine comme étant le sommet de l'axe du mal, le sommet de l'axe des voyous qui veulent remettre en cause l'ordre établi, etc. Et en fait, ils en ont très très peur. Mais, et je terminerai là-dessus, je pense qu'il faut mettre ça en parallèle avec les accords énergétiques qui sont en train d'être signés, notamment entre la Russie et la Chine, qui montrent en fait, parce que là ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir que avec le nouveau gazoduc Force de Sibérie 2 qui va être construit, c'est 50 milliards
de mètres cubes par an qui vont transiter via ce gazoduc pour aller jusqu'en Chine, c'est à la base du gaz qui avait été prévu normalement pour partir en Europe. Donc, lorsque les Américains ont détruit Nord Stream, l'empire américain est en train de s'effondrer, et en détruisant le Nord Stream, ils ont arrimé l'Union européenne à leur déclin fatidique, puisque maintenant l'Union européenne est obligée d'acheter du gaz très cher aux Américains, et que ce gaz-là qui est libre maintenant de droit va être vendu à la Chine. Donc oui, pour répondre à ta question, l'Union européenne est en train de sombrer et en train de sortir de l'histoire, et pas pour quelques mois, pas pour quelques années, mais pour des décennies, parce que en fait la désindustrialisation voilà, de l'Europe, elle est durable. On ne va pas pouvoir rattraper notre retard économique et notre retard industriel aussi rapidement. Alors justement, ça c'est vraiment, tu me fais une transition naturelle. Xavier, ce qu'on a vu en Chine, alors je rappelle aussi que l'Iran était présent en Chine. Alors voilà, là on a la totale de l'axe du mal. Xavier, ce qu'on a vu en Chine, j'ai l'impression que c'est quand même une révolte, notamment de l'Inde, Modi, qui a fait entre guillemets un bras d'honneur à Trump. La Chine, qui a normalement une diplomatie assez feutrée, qui a montré ses muscles dans notamment des défilés militaires pour le coup très impressionnants. Poutine, qui était tout sourire à la face du monde. Qui était l'invité d'honneur. Poutine était à la droite de Xi Jinping. Alors qu'il est censé être l'homme le plus recherché du monde. Voilà, on a l'impression que tous ces pays ont dit une bonne fois pour toutes officiellement, c'est fini, maintenant on est en opposition. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vraiment une déclaration de guerre diplomatique et économique ? Alors moi, je pense pas que ce soit une déclaration de guerre. C'est pas d'ailleurs, c'est comme ça que ça veut être présenté par on va dire les nations esclaves de Washington. Mais c'est simplement une volonté de dire on fait ce qu'on veut. Voilà, vous ne pouvez pas nous imposer notre ordre du jour du point de vue diplomatique, du point de vue des relations internationales. Tu peux même ajouter parmi ceux qui étaient présents, il y avait Erdogan. La première armée de l'OTAN en Europe, en volume, c'est la Turquie, et qui s'est entretenue en relation bilatérale avec Vladimir Poutine, et ça s'est très bien passé. Alors qu'on sait qu'il y a des tensions forcément entre l'Empire ottoman et l'Empire russe depuis des siècles, mais malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a maintenant une espèce de consensus que il faut trouver un compromis. De toute manière, on ne se fera pas la guerre. La Russie est une puissance nucléaire, donc personne ne peut l'attaquer, et puis personne n'en a réellement les moyens. Donc on va trouver un compromis, et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que au-delà effectivement ça pourrait faire peur de l'apparition d'un nouvel ordre mondial, parce qu'en fait c'est ça dont on parle, le nouvel ordre mondial. C'était le fameux discours du 11 septembre 1990 de George Bush père, et qui annonçait finalement, sans le dire, l'hégémonie américaine, l'unipolarité, qui allait mettre le monde entier à feu et à sang pendant 30 ans. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste finalement, c'est le retour de la relation bilatérale. C'est la fin de ces structures verticales, comme l'OTAN, comme l'Union européenne, puisque l'Union européenne, même si c'est pas officiel, en fait, c'est dirigé, commandé par Washington. On l'a vu avec la soumission complète de Van der Leyen à Donald Trump. Et je crois que ce à quoi on assiste, c'est au retour des relations bilatérales. Et moi, j'ai bien aimé notamment toutes ces séquences, que ce soit à Tianjin ou à Pékin, où par exemple Vladimir Poutine rencontre successivement, bien sûr, Xi Jinping rencontre Modi, Poutine rencontre Erdogan, Poutine rencontre le président du Vietnam, etc., etc. Donc, de nouveau, ça, c'est le retour, je pense, à la vraie relation internationale, à la relation bilatérale. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de souligner l'importance de la relation bilatérale et de la conférence de presse, en fait, qu'ils ont fait ensemble, du Premier ministre slovaque Fico, qui est aujourd'hui alors que c'est un pays de 10 millions d'habitants, qui a pris la place de la puissance d'équilibre en Europe. Il a pris notre place. Et lui a déclaré, ce n'est pas la Russie qui est isolée, c'est l'Union européenne qui est isolée. Donc c'est pour ça que le terme d'axe déjà ne correspond plus. Aujourd'hui, on a en fait le monde, le vrai, un monde réel,
qui est le monde des BRICS, qui est le monde de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est le monde de l'ODKB, de l'Organisation de sécurité collective, etc. Ces mondes-là existent, ces mondes-là ont des objectifs précis qui ne sont pas de la gouvernance mondiale, enfin qui sont pas un gouvernement mondial, mais qui essaient plutôt de sortir du chaos qu'a été l'unipolarité américaine. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. Et donc, effectivement, on passe d'un projet de gouvernement mondial à un projet de gouvernance mondiale avec tout ce que le discours de Xi Jinping aussi extrêmement intéressant. Il faut réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'est pas normal que l'Inde soit pas membre permanent, que le Brésil soit pas membre permanent. Il faut qu'il y ait un pays d'Afrique qui y soit, ou alors une structure africaine comme l'Organisation des pays des pays africains. Voilà, il faut que l'ONU, le Conseil de sécurité, soit plus représentatif. Et il faut que les Occidentaux se calment. Voilà. En gros, c'est ça. Et qu'ils laissent ce monde qui est en train de se construire effectivement autour du doux commerce, comme le disait Montesquieu. C'est l'impression que ça marche beaucoup mieux que ce que proposait Washington, que ce que proposait George Bush, père, il y a 35 ans. Allez, 2 dernières questions sur ce thème pour clôturer. L'Europe qui, Fabrice Sorlin, qui est l'Europe? Est-ce qu'on a totalement disparu? Est-ce que c'est un dernier clou dans notre cercueil, tristement, cette rencontre en Chine? On a l'impression que l'Europe, en fait, court dans une basse-cour comme un canard sans tête. En fait, on ne sait pas où on va. Ça part dans tous les sens. Ce que j'ai noté quand même sur toute cette séquence, c'est de voir la différence entre alors Xavier a un petit peu abordé le sujet en parlant du doux commerce. Quand on voit ces dirigeants, ces mastodontes, ces poids lourds des BRICS et de l'organisation OCS qui discutent ensemble de commerce, d'énergie, d'intelligence artificielle, ils sont déjà projetés dans le futur là. Et il faut bien voir en fait que le potentiel combiné de tous ces pays-là en termes économiques, en termes énergétiques, en termes industriels, en termes politiques, militaires, aujourd'hui a largement dépassé le potentiel de l'Occident. Mais on a vu ces pays-là, ces dirigeants de pays se rassembler pour parler de l'avenir, pour parler de paix, pour parler de justice, pour parler de souveraineté, pour parler de commerce, etc. Et d'un autre côté, on a vu les déclarations guerrières de von der Leyen qui promet d'envoyer des troupes en Ukraine, Kaja Kallas aussi, Macron, Trump qui a demandé à son département au Pentagone de commencer à se préparer pour préparer ses troupes contre la Russie et contre la Chine. En fait, ce qui est quand même, ce qui saute aux yeux quand on regarde tout ça, c'est de voir que le sujet ukrainien est quasiment devenu un sujet périphérique pour le Sud global. C'est-à-dire que Poutine en a parlé un petit peu en conférence de presse à la fin, mais grosso modo, ça n'a pas du tout été le sujet central du sommet de l'OCS. Le sujet central, ça a été de parler d'une nouvelle banque économique qu'on pourrait adosser à l'organisation, ça a été de parler de l'intelligence artificielle, de l'énergie, etc. Et nous, en Europe, on continue à parler, voilà, il faut envoyer des soldats. On a vu von der Leyen visiter des usines d'armement, Kaja Kallas qui menace, etc. Donc, voilà, la différence, elle est là. On est d'un côté une organisation qui se veut multilatérale et d'ailleurs, en fait, à aucun moment on a eu des déclarations guerrières contre l'Occident, ni de la part de Xi, ni de la part de Poutine, ni de la part de Modi. Et à aucun moment ils n'ont dit d'ailleurs qu'ils rejetaient l'Occident. C'est l'Occident dans sa paranoïa qui sentant que son pouvoir s'amenuise et se rétrécit, devient complètement paranoïaque et le prend comme une menace. Alors qu'en fait, il n'y a aucune menace de la part de cette troïka. Alors justement, là, tu me fais la meilleure des introductions pour finir ce sujet. En parlant de paranoïa, il y a, Xavier Moreau, la question de la paranoïa de Donald Trump. Alors d'ailleurs, est-ce que Donald Trump n'est pas le grand perdant de cette rencontre de Chine? On avait dit qu'il devait être là, il devait être à côté justement du président chinois et du président russe. Finalement, il en a été rien. Et on a vu un tweet, ou pas un tweet, un message sur son réseau social The Truth, où il parle notamment, alors c'est complètement lunaire comme message, où il finit le message en disant apporter mes amitiés au président russe et au président nord-coréen qui
complotent dans notre dos contre les États-Unis d'Amérique. Xavier, Trump, c'est le grand perdant de l'été? Alors sur le message, en fait, je pense que c'était de l'humour. C'est d'ailleurs comme ça que ça a été pris d'abord par Ushakov, le conseiller de. En tout cas, c'est comme ça que les Russes l'ont pris. Il y a d'abord eu Ushakov qui a donné une petite interview à ce sujet-là en disant que Trump avait beaucoup d'humour, et Vladimir Poutine, dans sa conférence de presse finale en Chine, devant les journalistes russes, a dit la même chose. Il a dit que c'était de l'humour de la part de Donald Trump. Honnêtement, je pense que c'était de l'humour. Mais je pense pas que Trump soit le perdant de l'été. Malgré tout, la séquence à Anchorage a été bénéfique, en priorité évidemment pour Vladimir Poutine, mais pour Trump aussi, parce que je pense que ça a amorcé son retrait de la crise ukrainienne. Donc, et ça en fait, quand on est un leader nationaliste, se débarrasser d'une guerre qui ne nous sert à rien, c'est toujours une phase intéressante. Non, l'échec de Trump, avant tout, pour revenir à ce que je disais au début de ce sujet, c'est l'Inde. Il a commis une erreur grave, je pense, et surtout qui s'est aggravée par le fait que face à la Chine, il a capitulé. Au même moment où il met 50% de taxes sur l'Inde, finalement, on prolonge de 90 jours la pause qui a été mise dans l'augmentation des taxes vis-à-vis de la Chine. Donc en fait, il échoue face à la Chine et c'est comme s'il se dirigeait vers le faible de la cour de récréation et donc le plus faible, c'est l'Union européenne. Alors là il s'est vengé sur les représentants de l'Union européenne comme une brute, mais il a essayé d'en faire pareil avec l'Inde. Le problème, c'est qu'on parle pas à Narendra Modi, Premier ministre d'une nation d'1,6 milliard d'habitants, qui en plus est un nationaliste, comme tu parles à Emmanuel Macron. C'est pas possible. Ou à Van der Leyen. Le problème, c'est que je pense que les Américains, les élites américaines, notamment Donald Trump, a pris de mauvaises habitudes avec les Européens. On ne parle pas, on ne parle pas comme ça à d'autres. De la même manière, il fait un peu avec les Européens, ce que Emmanuel Macron a fait avec les leaders africains. On se souvient le leader burkinabé en 2017 qui dit de réparer la climatisation, etc., etc. Donc le problème, c'est que ce que tu peux faire avec des pays européens, des leaders des pays européens qui ont moins de fierté que les leaders des pays africains, tu peux pas le faire avec ni Narendra Modi, ni avec Xi Jinping, ni avec Vladimir Poutine, ni avec Recep Erdogan, ni avec en fait aujourd'hui ces grands chefs d'État qui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont de véritables leaders, voilà, et qui ont des bonnes manières. Ça aussi, j'ai bien aimé d'ailleurs. Il y a comment il s'appelle, Laurent Michelon, notre ami Laurent Michelon, spécialiste de la Chine, qui soulignait notamment dans cette phase en Chine, les bonnes manières. On n'est pas du tout dans cette espèce de côté là qu'on a vu à Paris encore avec la réunion de la coalition des velléitaires. On se te prend, je te la joue virile, on se croirait dans un film américain. Là, les gens sont polis et on s'adresse avec respect et diplomatie. Voilà. Ils ont tout d'un coup augmenté le niveau moyen et nous, les Européens, finalement, on est en train de singer les relations qu'on pourrait avoir dans le Bronx. Voilà, c'est pitoyable. Bon, ce sera le mot de la fin pour ce premier thème d'émission. Je rappelle à toutes et à tous que si vous appréciez le programme, n'hésitez pas à faire un like, à mettre un commentaire, à le partager, même avec vos amis, encore mieux, à vous abonner, bien entendu, à cette chaîne Divergence Politique, à activer la petite cloche, comme ça vous permettra notamment d'avoir les notifications pour les émissions à venir. Alors, je pense à celle de Fabrice et de Xavier, mais je pense également à celle, je vous le rappelle, de mardi soir avec Thierry Mariani et celle de jeudi soir avec Nicolas Mirkovic. Allez, tout de suite, petite publicité de transition de thème et non pas de transition de genre, messieurs. Et on passe au thème que vous avez plébiscité, la Russie et l'Ukraine. Tout de suite, publicité.
Allez, voilà, fin de la publicité. Pour vous dire qu'il reste encore quelques places pour le voyage du 20 au 27 octobre à Moscou et à Sergueï Posad. C'est dans l'Anneau d'Or. Vous visiterez le monastère. C'est absolument magnifique. Vous ferez plein de choses absolument formidables pendant ces quasiment 10 jours de voyage. Regardez en lien comment justement pouvoir vous inscrire pour ce voyage. C'est un voyage de groupe, donc n'hésitez pas. Et puis, bien entendu, comme toujours, vous le voyez dans le bandeau qui défile en dessous de vous. Si justement, vous voulez protéger votre épargne, la mettre à l'abri, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir un compte bancaire en Russie. N'hésitez pas à cliquer sur les liens, justement, pour voir comment faire. Nous pouvons vous aider. Xavier, Fabrice, le thème qui a été choisi par nos internautes. Donc là, c'est pareil, petit message à nos internautes. C'est nouveau pour cette deuxième saison. Allez sur le canal Telegram Divergence Politique dans la barre de recherche de Telegram et puis votez toutes les semaines pour le thème que vous voulez que nous abordons. Alors, pas de surprise. Russie, Ukraine, c'est le thème qui a été choisi. Qu'est-ce que l'on peut dire, Fabrice, de ces derniers jours? On a l'impression que c'est un thème qui, côté européen, est le seul thème existant désormais pour cacher la misère économique et peut-être politique. Mais on a l'impression que côté Amérique et côté BRICS, bah justement, Xavier en parlait, c'est un sujet qui n'a plus d'actualité. Oui, bah, tout à fait. Là, on en parlait tout à l'heure. Lors du sommet de l'OCS, en fait, Poutine en a évidemment parlé lors d'une conférence de presse. Il en a parlé aussi un petit peu avec Fico, mais ça n'a pas du tout été un sujet, le sujet principal. En revanche, pour Kaja Kallas et pour von der Leyen, on sent bien que c'est le point le plus important. Et je crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle, que ce soit le président chinois ou le président russe, tout le monde a compris chez les poids lourds du Sud global que l'Occident continuerait à utiliser l'Ukraine comme une zone tampon pour agresser la Russie et pour essayer de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays comme la Russie en priorité. Mais la Chine, en fait, a très bien compris que derrière la Russie, c'était eux qui étaient visés. Donc, malgré tout, ils sont en train de se réorganiser à leur façon. On l'a vu, on en a parlé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Ukraine depuis la rencontre à Anchorage? En fait, rien n'a vraiment évolué. On voit que l'armée russe continue à avancer à peu près partout sur la ligne de front. En revanche, alors il y a quand même un point important qui est à souligner. Ça a été l'assassinat de Paroubi. Paroubi, qui est l'ancien président du Parlement de la Rada à Kiev entre 2016 et 2019, qui a été aussi, je crois, le fondateur de Svobodna, qui est un parti ultranationaliste et qui est surtout l'instigateur des massacres d'Odessa, où il y a eu, je crois, une quarantaine de Russes qui ont été massacrés en mai 2014. C'est vraiment lui qui avait tout organisé, et c'est d'ailleurs lui aussi qui a organisé la révolution sur la place Maïdan. Et ce qui est intéressant dans autour de cet assassinat, c'est que l'assassin, qui a été rattrapé, je crois, le lendemain, a dit: moi, je suis ukrainien, j'ai assassiné Paroubi et je le regrette pas, et je l'ai fait parce que je veux être échangé par les Russes sur un prochain échange de prisonniers pour pouvoir retrouver le corps de mon fils. Mais je n'ai rien à voir avec la Russie, je l'ai fait de mon propre chef. Et en fait, cela montre à quel point aujourd'hui l'État ukrainien est en train de se déliter. C'est-à-dire que non seulement l'armée ukrainienne connaît des problèmes graves de recrutement, connaît des problèmes graves d'approvisionnement en munitions, etc. Mais en plus, l'État lui-même est en train de se désintégrer. C'est-à-dire que Paroubi, c'est quand même un poids lourd de la politique ukrainienne depuis 2014 et même avant. Et pour qu'il y ait aujourd'hui des règlements de compte à ce niveau-là, ça prouve vraiment que plus rien ne tient. Zelensky ne tient plus son pays. C'est une entité aujourd'hui. Il y a plus d'Ukraine déjà. Voilà. Et je crois que c'est ce qui inquiète justement les élites. Alors, j'aime pas employer ce terme-là parce que on peut plutôt parler classe dirigeante.
classes dirigeantes européennes occidentales, c'est qu'ils sentent bien cet état de fait, et c'est pour cette raison qu'ils redoublent de déclarations guerrières et belliqueuses envers la Russie, parce qu'ils sentent bien en fait qu'ils perdent leur pied en Ukraine. Alors Xavier, justement sur la situation en Ukraine, on a eu il y a quelques semaines ou quelques jours, c'est pas si vieux que ça, une information qui est passée, alors là complètement de manière anonyme dans les médias européens et médias de grand chemin français, parce que là forcément c'était pas très positif, notamment pour LCU, la chaîne ukrainienne, je rappelle qui est quand même vent debout pour défendre la cause ukrainienne. On a eu donc l'affaire du piratage des data, des données en fait, des noms des personnes qui sont décédées ou qui ont fui l'Ukraine ou qui sont hors de capacité à combattre. Et la totalité des noms donc qui ont été révélés par ce piratage concernerait 1,8 million d'Ukrainiens. Je rappelle qu'il y a quelques semaines ou quelques mois avant, le général, il est général ou colonel, vous m'excuserez l'erreur, je crois que c'est McGregor, l'ancien conseiller américain sur les questions militaires, avait lui estimé, donc déjà on était dans une similitude de chiffres, qu'il y avait éventuellement 1,7 million Ukrainiens qui soient donc dans cette catégorie morts hors de capacité à combattre ou qui ont déserté ou quitté le pays tout simplement. Est-ce que ça te semble réaliste comme chiffre et si c'était le cas, quelles conséquences pour l'Ukraine? Alors, juste une précision, en fait, c'est McGregor avait dit 1,8 million et la liste piratée, c'est 1,7 million morts et disparus. Déjà, alors, ce qu'il faut dire, c'est que Kiev n'a pas démenti. Et ce serait pourtant facile à faire puisque c'est une liste nominative avec des photos, notamment de différents actes, des papiers d'identité, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, ça fait 15 jours que ce piratage a été publié. Il n'y a eu aucune réaction de Kiev. Ça laisse, je vous laisse juger. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 400 000 désertions. Ça a été dit par un député, une députée du parti Zelensky. J'ai oublié le nom, je l'avais cité dans mon bulletin, qu'il y a eu 400 000 désertions. 400 000 désertions, c'est plus que toute l'armée française. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Donc la situation effectivement du point de vue humain est catastrophique. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on veut faire comme remarque, c'est que ce piratage démontrerait que même les chiffres russes, on est autour d'1 million morts et blessés graves. C'est 1 million. Donc voilà, les Russes. Donc là, on est même au-dessus des estimations russes. Après, dire si ce chiffre est, je pense qu'on aura le chiffre des pertes et des disparitions après la guerre, le chiffre réel. Mais je pense que aujourd'hui, c'est une estimation. Quand on voit, par exemple, le nombre de corps échangés, quand on voit le nombre de prisonniers, quand on voit la différence du rapport de puissance de feu, dont on sait que notamment l'artillerie, dans la guerre classique, alors maintenant il y a les drones, c'est 80% des pertes dans une guerre. Je pense qu'on est dans un rapport de 1 à 10 entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que c'est tout à fait réaliste. Et encore une fois, attendons. Peut-être qu'ils préparent un grand dossier pour démontrer que ce piratage est de la désinformation. On va voir. Mais pour l'instant, Kiev n'a pas réagi, n'a pas sorti un seul nom de cette liste interminable en disant mais cette personne-là n'existe pas ou cette personne-là existe et regardez elle est toujours en vie, etc., etc. Donc je pense que le fait d'ailleurs que Kiev ne veuille même pas en parler tendrait à prouver que cette liste est vraie. Mais encore une fois, sur toutes les choses-là, qu'est-ce que ça implique comme conséquence pour l'Ukraine en tant que nation, en tant que pays, en tant qu'État? C'est considérable. 1,8 million, bon, globalement, on va arrondir à 2 millions dans quelques mois, d'hommes sur un pays qui, sur la globalité de sa population, donc femmes, enfants et personnes âgées, représentait avant 2014, 38 millions. Si on pense sans doute moins en plus, sans doute moins. Les chiffres étaient gonflés pour assurer les créditeurs de l'Ukraine, ils étaient sans doute moins. Mais qu'on se rende compte que c'est une perte sèche de gens dans la force de l'âge.
puisque c'est les 25, alors jusqu'à 60 ans maintenant. Donc c'est quand même des gens qui faisaient vivre l'économie russe, qui faisaient ukrainienne, qui faisaient tourner l'économie ukrainienne. Donc ces gens-là ne reviendront pas. À côté de ça, il y a tous ceux qui ont quitté le pays. Là, Zelensky vient d'ouvrir pour essayer de rassurer sa population les frontières aux 18-22 ans. Ils sont tous partis. Immédiatement, il y avait la queue à la frontière pour partir, et tous ceux qui vont avoir 23 ans, puisque ça veut dire qu'a priori il va mobiliser les 23-25 ans, sont déjà en route pour quitter l'Ukraine. Ça veut dire que le pays est en train de se vider. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on nous expliquait, on avait fait ce débat avec TV Liberté, avec Juvin, l'opération militaire spéciale n'a pas consolidé la nation ou créé la nation ukrainienne. La nation ukrainienne est en train de disparaître à tous les points de vue. D'une part, démographiquement, parce que les forces vives s'en vont et ne reviendront pas. Parce que, effectivement, si c'est vrai, on va bientôt être à 2 millions de morts ou disparus sur le front. Et surtout, aujourd'hui, l'État ukrainien, qu'est-ce qu'il le représente, qu'est-ce qu'il incarne? Ce sont ce qu'on appelle les TTSK, c'est-à-dire cette bande de sauvages, cette espèce de Gestapo qui parcourt le pays pour kidnapper des hommes en âge de se battre, y compris avec à côté de leurs enfants, de leurs épouses, pour les envoyer sans quasiment aucune formation, se faire massacrer sur le front. Donc aujourd'hui, c'est ça en fait l'Ukraine. Donc non, c'est absolument pas un moment de création et de consolidation de la soi-disant nation ukrainienne qui n'a jamais existé. C'est au contraire finalement, si ça continue encore quelques mois comme ça, c'est la fin de l'Ukraine. C'est vraiment c'est un délitement complet du pays. Enfin, c'est l'avenir de l'Europe, nous dit-on. Fabrice. Ce qui est intéressant par rapport, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que vient de dire Xavier, c'est qu'à contrario, en Russie, où nous vivons, on sent qu'au contraire, cette guerre l'a consolidé, ce sentiment patriotique. On sent qu'il y avait déjà, on sait l'amour du peuple russe pour le président Poutine, mais ça a été encore plus exacerbé, le peuple russe autour de son chef. Et je vois en fait aujourd'hui la façon dont travaillent les députés, dont travaillent les sénateurs. C'est du H24. Ils sont au charbon tout le temps pour sortir des nouvelles lois en faveur de la démographie, en faveur ils sont déjà aussi projetés dans l'avenir. En fait, c'est à tous les niveaux. La Russie est en train de devenir encore plus grande qu'elle ne l'était. Et donc c'est là où on voit la différence entre une nation. Ordinairement, quand on a une vraie nation, une guerre a tendance à renforcer cette nation, ce qui a été le cas pour la Russie. Et normalement, ça aurait dû faire la même. Alors, on est en train de reperdre Fabrice. Malheureusement, je pense que Fabrice a des problèmes de connexion ce matin. Xavier, ce que dit Fabrice, t'es de retour avec nous? Oui. Eh ben, c'est parfait. Alors, je te pose une question, Fabrice. Ce que tu dis est très intéressant. Est-ce que finalement, cette guerre en Ukraine pour la Russie et pour les BRICS a été un axe de renforcement des relations diplomatiques, économiques, etc. Au sein des BRICS? Est-ce que, à contrario, pour l'Union européenne, cette guerre Ukraine-Russie a été, je dirais, le point d'orgue de ce que Thierry appelait, notamment dans notre émission des 5 ans, la chute de l'Empire européen? Indéniablement, oui. D'abord, on voit bien qu'au sein de l'Union européenne, tous les présidents ne pensent pas de la même façon. Hein. On a vu un Fico, un Orban, ou même un Vučić en tout cas dans les pays européens, je veux dire, qui pensent pas du tout de la même façon qu'un Macron, qu'un Starmer, qui ne veulent pas de guerre contre la Russie. Donc, en fait, déjà, il y a des dissensions au sein même de l'Europe et de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, plus Macron, plus Starmer, plus les présidents des gros pays de l'Union européenne s'impliquent dans le conflit, et plus la défaite inéluctable de l'Ukraine sera leur défaite à eux. Et donc, par ce fait, la défaite de l'Union européenne et la défaite de l'OTAN. Et moi, je le dis franchement, en tant que patriote français, j'appelle de mes voeux, évidemment, je soutiens la Russie depuis le début, pour des raisons qu'on connaît, mais en plus de ça, en tant que patriote français, je soutiens doublement la Russie,
Car pour moi, la victoire de la Russie, c'est l'implosion de l'Union européenne, ce que je souhaite de tout cœur pour que la France retrouve sa souveraineté. Et je pense que ça devrait être normalement quelque chose qui devrait être intégré parmi les patriotes français. La France doit retrouver sa souveraineté et pour ça, on doit se libérer des carcans supranationaux que sont l'OTAN et que sont l'Union européenne. Alors ça, je suis assez d'accord, si tu me permets de rebondir. Je pense que ce à quoi on a assisté, pour revenir à notre sujet d'avant, c'est à la fin de ces structures verticales. Voilà. On va aller sur des structures beaucoup plus larges, non hiérarchiques. Alors évidemment, il y aura toujours les plus riches, les plus. C'est sûr que quand vous êtes, je sais pas, le Liechtenstein, que vous êtes dans la même structure que la Russie, la première armée du monde, bon, on peut pas. Il y a forcément une hiérarchie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura pas de verticalité avec en haut à Washington qui donne des ordres aux nations esclaves. Et ça, c'est là-dessus, Fabrice a tout à fait raison. Je pense que ce que l'on va observer, c'est la fin de l'Union européenne et la fin de l'OTAN. Ce sera peut-être pas dès demain, mais petit à petit, la question va se poser. Mais à quoi est-ce que tout cela sert, y compris je pense que le pire qui va se passer pour l'Union européenne et l'OTAN, c'est que quand la Russie en aura fini avec le régime de Kiev, elle s'arrêtera là. Et finalement, alors ils pourront nous sortir le narratif. Heureusement qu'on a l'OTAN, sinon les Russes auraient envahi les pays baltes. Mais la réalité, c'est que tout le monde sait que si les Russes voulaient envahir les pays baltes, ils les envahiraient. Mais pourquoi envahir les pays baltes? Ça sert à rien. Et nous, notre problème à nous, c'est que notre horizon politico-stratégique, c'est les pays baltes. Parce que celle qui donne le ton du point de vue de la diplomatie de l'Union européenne, c'est Kaja Kallas, qui, je rappelle, était Premier ministre, je crois, d'Estonie, un pays d'1,3 million habitants, qui n'a aucun horizon politico-stratégique, qui existe à peine, voilà, qui a quelques dizaines d'années d'existence. Donc ça tout ça n'est pas sérieux. Je pense que de toute manière, oui, on va sortir de ces carcans qui limitent notre vision stratégique, qui limitent notre puissance. Hein. On a créé l'Union européenne pour être puissant. En fait, on s'aperçoit que c'est la cause de notre impuissance. Encore une fois, Fico est extraordinaire. Il est seul en Chine. Il représente un pays de moins de 10 millions d'habitants. Et pourtant, c'est lui qui donne le ton et c'est lui qu'on écoute. Et il n'a pas peur. Et alors qu'il s'est fait tirer dessus. Donc je crois qu'on a encore, voilà, en Europe, on est capable d'avoir de grands chefs d'État, mais Orban, voilà, ce sont des nationalistes. Ce sont des gens qui défendent avant tout l'intérêt supérieur de la nation slovaque, de la nation hongroise et de leur peuple. C'est ça qui est fondamental. Alors, en parlant de nationalistes qui s'est fait tirer dessus, Fabrice, dans la grande émission des 1 an de Divergence politique, tu nous avais dit que l'événement qui t'a marqué, toi, ces dernières semaines, cet été, c'était cette fameuse rencontre d'Anchorage entre Poutine et Trump. À bien y regarder, avec 3 semaines de recul, là encore une fois, qu'est-ce que Trump a apporté dans le dossier ukrainien? Est-ce que quoi que ce soit a changé? Est-ce que finalement Trump n'est pas discrédité totalement sur la question ukrainienne désormais? On a vu, alors là, au moment où on enregistre, on est vendredi matin, on a vu, je crois, hier, que Trump commençait à dire que finalement, oui, alors il n'était pas content de ce qui se passait en Chine et de l'inaction de Poutine à traiter la paix en Ukraine, et qu'éventuellement, il pourrait finalement revenir à des sanctions très très fermes vis-à-vis de la Russie. Bon, voilà. Anchorage, est-ce que c'est toujours ton plus beau souvenir de l'été? Est-ce que c'est le tube de l'été? Ça reste une belle séquence de diplomatie. Alors ça, j'ai apprécié parce que c'est ce dont on manque cruellement en France et en Europe. En revanche, Trump, évidemment, a fait son Trump. Donc, il était ravi en sortant du rendez-vous et effectivement, une semaine après, bon, il est extrêmement déçu. Maintenant, en fait, la balle, j'ai envie de dire, elle est dans son camp. Poutine lui a donné la possibilité de se désengager de ce conflit vis-à-vis de son opinion publique. Est-ce que Trump va saisir la balle au bon ou pas? Ça, c'est son problème. Mais en tout cas, à la suite de ce rendez-vous en Alaska, Trump avait la possibilité de dire maintenant, voilà, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai même rencontré le président Poutine, je quitte ce théâtre des opérations et je vais faire autre chose. Là, on a l'impression à nouveau, il repart sur des menaces, etc. S'il le fait, ça sera pour son plus grand malheur, parce que ça voudra dire que comme de toute façon, je veux dire, s'il n'a pas compris encore que les sanctions ne changent rien
et n'ont jamais fait plier aucun pays. On voit l'Iran, ça fait quand même 40 ans qu'ils sont sous sanctions. Est-ce qu'ils ont varié d'un pouce dans leur position? Non. Est-ce que Cuba a changé sa vision des choses, sa politique à cause des sanctions qui datent de 1900, je crois, dans les années 1960? Non plus. La Russie ne changera pas. Donc s'il n'a pas compris ça, c'est tant pis pour lui. Mais ça voudra dire qu'il remet un pied dans le conflit et que lorsque l'Ukraine perdra la guerre, ça sera sa défaite aussi. Donc, libre à lui après. Tu me piques la dernière question que je voulais poser à Xavier. Je voulais poser à Xavier la dernière question de cette émission. Fabrice, tu as dit il y a quelques minutes que la défaite de l'Ukraine, ce sera la défaite de l'Europe. Finalement, est-ce que la défaite de l'Ukraine, ce ne sera pas non plus aussi également la défaite de Trump, Xavier Moreau? Je pense que, comme je l'avais dit avant même son élection, dans le cas où il soit élu, que s'il s'était débarrassé du problème ukrainien en 3 mois, voire en 6, il aurait pu dire que c'était la défaite de Biden. Là, quoi qu'il arrive, ce sera quand même la défaite de Trump. Mais cela dit, la rencontre d'Anchorage lui a quand même permis de prendre ses distances. Et même lorsqu'on voit, là, il vient de prendre la parole en public sur la question ukrainienne, surtout, comme on l'a dit au début de cette émission, comme l'a dit très bien Fabrice, l'Ukraine devient un sujet périphérique. Et je pense que c'était ça le but de Trump. C'est-à-dire de faire en sorte de recréer une relation bilatérale avec la Russie. Et là, on a également officiellement appris que la réconciliation américano-russe continuait dans le cadre des ministères des Affaires étrangères, c'est officiel. Donc je pense que c'est quand même une réussite, y compris pour Trump. C'est que bien sûr, ce sera un échec. Pas de Trump d'ailleurs particulièrement, mais de l'Amérique en général. Après l'Afghanistan, ce sera un deuxième Afghanistan en moins ridicule, puisqu'il y aura pas un hélicoptère qui va décoller de l'ambassade des États-Unis à Kiev, ni des troupes qui vont se carapater une main devant, une main derrière. Donc ce sera une défaite de l'Amérique, mais ce sera tout de même largement adouci grâce à l'Union européenne. Puisque en fait finalement le relais est pris. On a vu une fois de plus Emmanuel Macron en faire des tonnes avec des poignées de main viriles, avec Zelensky, etc. De dire on est prêt, on va y aller. Là vous allez voir ce que vous allez voir. Et quant aux sanctions, de toute manière, il n'en a plus à mettre Trump. On le sait, il y a très peu d'échanges entre la Russie et les États-Unis. Ce que la Russie vend aux États-Unis coûte bien plus. Les États-Unis ne peuvent pas s'en passer. Du carburant pour les centrales nucléaires, de l'uranium enrichi, ils peuvent pas s'en passer. L'engrais, ils peuvent pas s'en passer. Le titane pour l'aviation, ils peuvent pas s'en passer. Là, j'écoutais ce matin, hier ce que disait Vladimir Poutine à Vladivostok, puisqu'on a enchaîné juste après Pékin sur Vladivostok, le forum économique de l'Extrême-Orient et l'Arctique. Et donc Poutine disait on propose aux États-Unis des échanges technologiques pour exploiter le gaz donc dans l'Arctique, etc., avec des technologies en commun. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses. Il est clair que Anchorage a amorcé ou en tout cas a consolidé des discussions qui sont discrètes, voire secrètes, entre les États-Unis et la Russie. Et l'effort que fait Emmanuel Macron et l'Union européenne pour être les perdants de cette guerre contre la Russie, finalement, va permettre à Donald Trump de se retirer tout doucement. D'accord. Et j'ai plutôt l'impression qu'il est en train de se débarrasser du boulet, et il le fait plutôt habilement. D'accord. Et enfin, je voudrais que pour conclure là-dessus, quand même, l'été, ça a été l'été du tapis rouge pour Vladimir Poutine. Entre le tapis rouge à Anchorage, entre le tapis rouge quand il arrive à Pékin et où il va à la droite de Xi Jinping, donc la place d'honneur de Xi Jinping, à côté de Xi Jinping pour aller regarder le magnifique défilé de l'armée chinoise. Je veux dire, je sais pas ce que l'été a été pour Trump, mais s'il y en a bien un pour lequel l'été a été un moment de gloire et de grandeur, c'est bien Vladimir Poutine et bien sûr la Russie et le peuple russe. Je suis d'accord avec toi. L'été a été chaud, l'été a été beau pour Vladimir Poutine. J'ai bien compris, messieurs, que vous étiez encore sur votre amour d'été avec Donald Trump. Moi, personnellement, je pense que c'est l'été où Donald Trump a tout perdu.
On pourra en parler dans d'autres émissions et puis on parlera. Mais c'est parce que t'étais un fan, Alexis. Tu es un fan alors, déçu. je n'étais pas fan de Donald Trump, mais entre Fabrice et Donald moi, Trump Fabrice et moi, on a toujours eu de la distance, donc on garde la tête froide. mais pareil, on n'est pas des amoureux déçus, c'est ça. Ah voilà, exactement. Mais on parlera aussi, Xavier, c'est très intéressant ce que tu as dit, on parlera du défilé, on fera une émission spéciale sur le défilé militaire chinois, parce que là, technologiquement, militairement, il y a tellement de choses à dire. Chers abonnés, n'oubliez pas de suivre Xavier, sur RT en français, tous les dimanches soirs, tous les vendredis soirs, sur Stratpol, donc avec ton bulletin hebdomadaire, c'est tous les vendredis matins ou samedi matin. Vendredi matin. Voilà. Vendredi en fin de matinée, oui. Exactement. N'oubliez pas de suivre Fabrice, il y a plein d'informations sur son canal Telegram. Là, c'est pareil, c'est noté. @Fabrice Sorlin dans la barre de recherche Telegram. Il y a plein d'informations pertinentes sur l'actualité géopolitique internationale, sur l'Ukraine, sur l'Iran, sur lequel tu as une expertise certaine, sur les grands événements en Chine. Fabrice, tu nous parles pas de Macron, par contre, sur ton canal. Tu as tout dit, mais non, mais Macron en fait ne représente rien sur la scène politique internationale. Donc j'aimerais bien parler, malheureusement, j'aimerais bien parler de la France, mais malheureusement je ne peux pas parce que la France est représentée par un nain qui pèse plus rien sur la politique internationale. Donc voilà, c'est malheureux. Donc effectivement, vous n'entendrez pas parler de Macron sur le canal de Fabrice Sorlin. Donc abonnez-vous et puis abonnez-vous sur le canal Telegram de Divergence Politique pour pouvoir justement voter sur le thème que vous souhaitez que nous abordions toutes les semaines avec Xavier, avec Fabrice. Voilà, donc votez et suivez-nous sur Divergence Politique dans la barre de recherche Telegram. Messieurs, je vous dis, voilà, très bon début de semaine à toutes et à tous, à vous deux, et puis on se retrouve pour un prochain épisode dimanche soir dans 8 jours maintenant. Au revoir.